Bienvenue à nos spectateurs. Ceci est la deuxième vidéo de la troisième leçon de la série vidéo électronique cristalline. Comme promis, nous continuons la présentation des composants et de leurs schémas. Commençons par les résistances, dont nous exploitons de manière surprenante la propriété fondamentale d'avoir une résistance. Je ne rigole pas, il est important d'y réfléchir, à partir de plusieurs résistances. Par exemple, un simple diviseur de tension peut être construit, où le degré de répartition dépendra des valeurs des résistances. Nous verrons un exemple de cela dans les vidéos de la partie 5 du matériel. Lorsque le courant passe à travers les résistances, de la chaleur est générée. Dans certains cas, cela peut être à notre avantage. Par exemple, si nous voulons dissiper de l'énergie sous forme de chaleur à partir d'une batterie ou dans les radiateurs, lorsque notre objectif est le chauffage. C'est pourquoi il existe des résistances de différentes valeurs et conceptions. Comme nous en avons présenté quelques-unes sur la table, avant de nous familiariser avec quelques types. Commençons par un exemple illustratif plus simple tiré du matériel. L'exemple est simplifié, mais il aide beaucoup à la compréhension. On peut aussi imaginer une résistance comme un tuyau, dont l'intérieur n'est pas complètement vide, mais rempli d'obstacles, tout en restant transparent. Donc, lorsque le courant passe à travers la résistance, une partie des électrons qui traversent heurtent les obstacles dans le tuyau, et lors de la collision, ils avancent plus lentement. À l'endroit de la collision, en raison du changement soudain de l'énergie cinétique des électrons, de la chaleur est générée, ce qui chauffe la résistance. Vous le constaterez également lors des expériences. Si un courant trop élevé passe à travers une résistance, de nombreux électrons heurtent et une chaleur suffisante peut se générer, ce qui peut même faire brûler la résistance. Chaque résistance a un paramètre qui indique la puissance électrique qu'elle peut supporter, en dommage à une température ambiante donnée. Si nous dépassons cela, la résistance peut atteindre une température si élevée qu'elle peut causer des dommages permanents à son matériau. En partant de l'exemple précédent, le symbole de dessin IEC peut donc être envisagé comme un dessin en vue de dessus d'un tube. Sur le côté droit du schéma, le dessin ANSI de la résistance est visible, qui ressemble à la résistance à fil, pouvant être fabriquée en enroulant des fils isolés. Comment cela? Si nous connaissons la résistivité du matériau utilisé, nous pouvons fabriquer une résistance de valeur quelconque en fonction de la longueur et de la section transversale du matériau enroulé. Nous avons utilisé la relation selon laquelle la résistance d'un conducteur est directement proportionnelle à sa longueur, inversement proportionnelle à sa section transversale. Nous pouvons créer des résistances, non seulement en enroulant du fil, mais aussi, par exemple, en appliquant des résistances SMD sur un support en matériau isolant, comme une couche métallique ou de verre. Je pense qu'il est important de souligner ici que sur les schémas de circuit, les valeurs des composants sont généralement indiquées sans unité. En utilisant les préfixes SI présentés dans la section sur les bases mathématiques, l'absence d'unité ne pose pas de problème, car les dessinateurs identifient clairement les composants. Donc les unités sont également données. Cette notation est avantageuse, car elle évite d'écrire inutilement l'unité déjà connue derrière chaque valeur. Oui, ce matériel nous montre un bon tableau récapitulatif. Regardons-le maintenant. L'unité de résistance est l'ohm. Notez oméga. On utilise souvent la lettre R, dérivée du terme anglais résistance, pour indiquer les unités de résistance à la place du symbole oméga. De plus, la lettre R peut également être utilisée pour désigner les résistances sur les schémas de circuit. Ainsi, par exemple, au lieu d'écrire 330 ohms, nous pouvons écrire 330 R ou 33 ohms, ou 33 k-ohm. Donc, au lieu d'écrire 1 kilo-ohm, nous pouvons écrire 33 k, et ainsi de suite. Au lieu de 1 méga-ohm, nous pouvons écrire M, c'est-à-dire méga. Une autre astuce courante est que si la valeur contient un chiffre décimal, elle peut être remplacée par le préfixe approprié. Par exemple, si l'on lit 2K2 à côté d'une résistance sur le schéma, cela signifie 2,2 kOhm. Regardons maintenant quelques exemples de types de résistances spéciaux. Il existe des résistances dont la valeur n'est pas fixe,
mais qui peut être modifié ou variable dans certaines limites. Il est important de noter qu'il y a une grande différence entre variable et ajustable. Les résistances à valeur ajustable sont par exemple les potentiomètres. L'utilisateur peut régler manuellement la valeur de ces résistances. Dans des limites définies, la résistance des résistances à valeur variable ne dépend pas de la valeur que l'utilisateur règle, mais change en fonction des influences physiques réelles sur le composant. Dans le cours, nous présenterons 3 exemples pratiques de cela. La résistance d'un thermistor change en fonction de la température, et son symbole est très similaire à celui d'une résistance. La résistance d'une photorésistance change naturellement en fonction de l'intensité lumineuse, et son symbole est également similaire, les 2 petites flèches faisant référence à la lumière. Je voudrais souligner une application particulière du jauge de déformation si nous fixons le jauge de déformation à un corps de masse connu. Nous pouvons indirectement mesurer une masse, par exemple dans une grande balance industrielle. Un camion se tient sur la plateforme de la balance industrielle et la plateforme est maintenue dans les airs par de petits morceaux d'acier, auxquels nous fixons des extrémités de jauge de déformation. L'étirement sera proportionnel à la masse, tout comme le degré de changement de la résistance, que nous pouvons mesurer plus facilement avec nos appareils électroniques, donc nous pouvons mesurer le poids du camion. Je laisse un peu de temps pour réfléchir. Parlons un peu d'un autre type de résistance, car nous allons potentiellement l'utiliser souvent à l'avenir. Le potentiomètre est le plus souvent un composant à 3 connexions électroniques, sur lequel se trouve également un axe. En le tournant, nous pouvons ajuster la valeur de résistance mesurable entre les différentes pattes. Je soulignerai que la relation entre la rotation et le changement de valeur de résistance est linéaire dans la plupart des cas, mais pour de nombreux types, elle est différente, par exemple, logarithmique. Donc, lors de l'achat d'un potentiomètre, il ne suffit pas de connaître sa valeur et sa taille physique. Il est également important de prêter attention à son type, car cela peut vraiment tromper les concepteurs. Sur les schémas de circuit, le potentiomètre est marqué de la même manière qu'une résistance normale, avec la différence. Une flèche indique la 3e connexion du potentiomètre. Si nous utilisons l'une des connexions extrêmes A ou B, et la connexion centrale W du potentiomètre, nous obtenons une résistance à valeur variable, car nous régulons la longueur de la couche conductrice avec la position du curseur. Le potentiomètre peut également être utilisé comme un diviseur de tension. Si nous appliquons une tension aux 2 bornes extrêmes, la tension mesurée sur la borne centrale sera proportionnelle à la position du potentiomètre. Vous pourrez en apprendre davantage sur le diviseur de tension dans la 5e partie. Je vous conseille de bien mémoriser cette petite créature. Le potentiomètre peut surgir de lieux très anciens et inattendus. Un grand avenir l'attend également dans le matériel. Les observateurs attentifs ont peut-être déjà remarqué qu'il y a plusieurs fusibles à fusion alignés devant nous sur la table. Si un circuit tombe en panne, ou si l'utilisateur l'utilise de manière incorrecte, par exemple en appliquant une tension d'alimentation inappropriée, un surintensité peut se produire. Cela peut entraîner la destruction du circuit, ou les fils fournissant la tension d'alimentation peuvent s'enflammer. Le fusible est connecté en série dans le circuit et en cas de courant supérieur à ses propres paramètres, il chauffe jusqu'à fondre. Comme le fusible fond, la conduction s'arrête également. Après le remplacement du fusible, notre appareil peut redevenir opérationnel. Bien sûr, si la source de l'erreur n'est plus présente. Il existe plusieurs types de marquage pour le fusible, que nous pouvons voir sur le schéma suivant du matériel. Le marquage indique également par sa similarité qu'il s'agit d'un type de résistance spéciale, Benz. Penses-tu que nous avons oublié quelque chose? En fait, oui, je pense qu'un livre de 100 pages pourrait être consacré aux différents types de résistance. Parmi les objets sur la table, je voudrais dire quelques mots sur cette charge de test bien connue. C'est une résistance de puissance. J'ai mentionné comme un exemple exotique. On peut deviner à partir des plusieurs sorties.
et du curseur qu'il s'agit d'un potentiomètre haute puissance. Je l'utilise le plus souvent pour les tests de chauffage des alimentations de nouveaux circuits. La plus grande valeur que je peux régler dessus est de 5 ohms. Donc, par exemple, je peux initialement tester une alimentation de 5 volts avec 1 ampère. Puis, en déplaçant le curseur, je peux réduire la résistance et ainsi augmenter la charge. Sur cette charge de test, il est possible de faire passer un maximum de 6,5 ampères. Donc, dans la plupart des cas, elle répond parfaitement à mes besoins. Nous concluons cette vidéo avec cet exemple vraiment pratique. Nous avons encore des choses intéressantes à vous proposer. Nous espérons vous retrouver dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.